Au fil du temps, certains lieux et événements ont captivé l'attention du monde par les émotions, les questions et l'émerveillement qu'ils suscitent. Que ce soit par leur mystère, par les empreintes qu'ils ont laissées dans l'histoire ou par la façon dont ils renaissent de l'oubli, ces histoires relient le passé au présent et nous invitent à réfléchir sur ce que nous sommes, ce que nous étions et ce que nous pourrions encore découvrir. Numéro 1. La momie du bateau fantôme, une énigme flottante dans la mer des Philippines. En février 2016, 2 pêcheurs philippins ont trouvé un yacht à la dérive au large de la côte sud du pays. À bord, ils ont découvert le corps momifié d'un homme étranger, assis à côté d'une radio, dans une position qui suggérait qu'il était mort en essayant d'envoyer un message. La scène semblait sortie d'un film de mystère, mais était totalement réelle. Les autorités ont identifié le défunt comme Manfred Fritz Bajora, un marin allemand de 59 ans. Il avait passé des décennies à explorer le monde à bord de son yacht Sayo, et bien qu'il ait subi la perte de sa femme à cause d'un cancer des années auparavant, il a continué à naviguer, s'accrochant aux souvenirs partagés avec sa famille. À l'intérieur du bateau, on a trouvé des objets personnels, comme un album photo, des vêtements, des ustensiles et une lettre émouvante écrite par Manfred à sa femme décédée. Dans celle-ci, il disait « Cela fait 30 ans que nous sommes ensemble dans la vie. Puis, le pouvoir de la mort a vaincu le droit de vivre. Tu es parti. Que ton âme repose en paix. Ton Manfred. » L'autopsie a révélé qu'il était mort d'un infarctus aigu du myocarde. Cependant, ce qui a le plus attiré l'attention, c'est l'état de conservation surprenant de son corps. Les conditions climatiques, températures élevées, air sec et salinité de la mer ont favorisé une momification naturelle, un phénomène rare qui a transformé ce cas en un objet d'étude médico-légale et archéologique. Cette découverte a non seulement ému le public, mais elle est également devenue une leçon sur la fragilité de la vie et la persévérance de l'esprit humain. Numéro 2. L'ancien village de Pantabangan, une ville de 300 ans qui ressurgit des eaux. Dans la province de Nueva Ecija, aux Philippines, il existe une histoire peu connue qui a attiré l'attention des historiens ainsi que du grand public. Il s'agit de l'ancienne ville de Pantabangan, un établissement fondé il y a plus de 3 siècles et qui, pendant de nombreuses années, est resté sous l'eau. Ce village a été submergé dans les années 1970 dans le cadre d'un important projet d'infrastructure, la construction du réservoir de Pantabangan, destiné à fournir de l'eau et de l'irrigation à diverses provinces du pays. Avant l'inondation, les quelques 1300 habitants de l'endroit ont été relogés dans de nouvelles zones, et les restes de leurs proches ont été soigneusement transférés dans un nouveau cimetière. Pendant plus de 50 ans, les restes du village sont restés cachés sous le réservoir. Cependant, en 2024, les niveaux d'eau ont baissé suffisamment pour révéler des éléments clés de l'ancienne colonie, les fondations des bâtiments, des pierres tombales, et même des parties de l'église originale, construite durant la période coloniale espagnole. Cet événement a suscité un intérêt renouvelé pour l'histoire locale. De nombreux habitants de la région sont venus voir de près les vestiges du passé, parmi eux Ara de los Santos, une résidente de 61 ans, qui a partagé son émotion de retrouver un lieu qui faisait partie de la mémoire collective de la région. En plus de la valeur historique, la zone a attiré des visiteurs intéressés à en apprendre davantage sur l'évolution des communautés philippines au fil du temps. Certains résidents locaux ont commencé à proposer des visites et à partager des histoires transmises de génération en génération, ce qui a aidé à préserver la mémoire de Pantabangan de manière orale et visuelle. Ce cas nous rappelle comment l'histoire peut rester endormie pendant des décennies et néanmoins trouver le moyen de ressurgir. Les vestiges de l'ancien Pantabangan ne représentent pas seulement une partie importante du patrimoine culturel philippin, mais offrent également une occasion unique d'étudier comment les communautés vivaient et s'organisaient dans les siècles passés.
Numéro 3. Dans une découverte récente, des archéologues ont révélé plus de 400 chambres funéraires soigneusement excavées dans un canyon, à l'intérieur des limites de l'ancienne ville de Blue, située à environ 180 km à l'est de la mer Égée, dans l'actuelle Turquie. Cette ville a été fondée à l'époque d'Alexandre le Grand et a continué à se développer au cours des périodes romaines et byzantines. De l'extérieur, le vieux cimetière ressemble à une colline rocheuse avec de multiples ouvertures, mais à l'intérieur, il cache un complexe funéraire extraordinaire, des centaines de chambres décorées de fresques colorées et de structures architecturales uniques. Chacune de ces chambres funéraires se distingue par son élégance. Les murs et les plafonds sont couverts d'élaborées fresques montrant des motifs géométriques, des paysages vibrants et des scènes symboliques. On considère que chaque chambre a été construite avec le même soin qu'une chambre de luxe, comparable en beauté à une salle de palais ou un hôtel moderne. Bien que le temps ait détérioré bon nombre de ces œuvres d'art, environ 24 fresques sont encore partiellement conservées. Selon le professeur Bolkan, archéologue à l'université de Husak et directeur du projet de fouilles à Blue, plusieurs fresques étaient couvertes d'une couche de suie, probablement à cause des incendies survenus par le passé. Cependant, grâce aux travaux de conservation, certaines fresques ont été nettoyées, révélant leur couleur d'origine et des détails fascinants. Chaque chambre contient un ou plusieurs sarcophages, où des personnes ont été enterrées entre les 2e et 4e siècles après Jésus-Christ. La ville de Blue se trouve sur une colline entourée par une vallée, qui fait partie du système de canyons des Husak, considéré comme l'un des plus étendus du monde. La géographie rocheuse des environs a conduit les anciens habitants à sculpter les tombes directement dans la pierre. Bien que ce cimetière soit connu depuis plus de 150 ans, ce n'est qu'en 2018 qu'une fouille archéologique systématique a été entamée. L'objectif principal de l'équipe était de documenter le site et d'élaborer des plans pour sa conservation. Depuis lors, divers éléments architecturaux ont été découverts, tels que des temples, des basiliques, des théâtres, des bains publics, des gymnases, des portails monumentaux et des systèmes de distribution d'eau. Au cours des recherches, les archéologues ont également trouvé des objets quotidiens d'une grande valeur culturelle et historique, des fragments de céramique, des pièces de monnaie, des miroirs, des anneaux, des bracelets, des peignes, des instruments médicaux, des ceintures, des coupes et des lampes à huile. On pense que ces articles ont été placés auprès des défunts dans le cadre des traditions funéraires de l'époque. Ces découvertes nous offrent non seulement un aperçu de l'art et de l'architecture du passé, mais enrichissent également notre compréhension des pratiques sociales et spirituelles des anciennes civilisations qui ont habité la région. Chaque caméra, chaque mural et chaque objet raconte une histoire qui a duré des siècles, attendant d'être découverte. Numéro 4. Mesa Verde, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses impressionnantes ruines d'habitation dans les falaises, construites par les ancêtres des Pueblos, également connus sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été établi en 1906 et couvre une superficie de plus de 52 000 acres. Les ancêtres des Pueblos ont habité la région d'environ l'an 600 jusqu'en 1300 après Jésus-Christ, développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures les plus remarquables de Mesa Verde, on trouve le Cliff Palace, la plus grande habitation en falaise, avec plus de 150 chambres et 23 kivas, chambres cérémonielles, et le Balcony House, connu pour son accès difficile, incluant des escaliers et des tunnels étroits. Une autre structure remarquable est la maison des épicéas, l'une des mieux conservées, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les habitations dans les falaises ont été construites principalement entre les années 1100 et 1300 après Jésus-Christ en utilisant des blocs de grès et du mortier d'argile. Ces structures offraient une protection contre les éléments et les attaques potentielles. Les anciens Pueblos ont également construit des habitations et des kivas au sommet des mesas avant de se déplacer vers les falaises.
Mesa Verde est un site archéologique d'une grande importance, offrant un aperçu unique de la vie et de la culture des anciens pueblos. En plus des habitations dans les falaises, le parc compte de nombreuses ruines de villages et de granges au sommet des mesas. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées, des sentiers de randonnée et un musée qui expose des artefacts et fournit des informations sur l'histoire et la culture des habitants d'origine. Le parc n'est pas seulement un site historique et culturel important, mais il offre également des vues panoramiques imprenables sur le paysage environnant, avec de profonds canyons et de vastes étendues de plateaux, offrant une expérience unique aux visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Numéro 5. Passons maintenant à un type classique de structure abandonnée, c'est le cas de la ville submergée de Baia. Cette ville faisait partie de l'Empire romain et était connue non pas pour des guerres ou de la violence, mais pour être un centre de plaisir et de divertissement, au point que certains l'appellent le Las Vegas ancien de l'Empire. Elle était visitée par les riches et les puissants, y compris des empereurs comme César et Néron, qui profitaient de ses sources chaudes naturelles et d'autres luxes. Sa chute sous la mer était due à une combinaison d'événements. D'abord elle fut pillée et abandonnée, puis les mêmes sources volcaniques qui alimentaient ces sources chaudes provoquèrent une élévation du niveau de l'eau jusqu'à ce que la ville soit complètement submergée. De nos jours, les vestiges de Baia peuvent être visités dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins au monde. On peut observer la ville depuis un bateau à fond de verre ou, si l'on préfère, faire de la plongée ou du snorkeling pour la voir de plus près, en veillant toujours à ne pas altérer les structures. Numéro 6. Le temple de Kailasha, situé dans les cavernes d'Ellora au Maharashtra, en Inde, est une œuvre remarquable de l'architecture ancienne entièrement sculptée dans une seule roche. Construit au 8e siècle sous le règne du roi Krishnai, il est dédié au dieu Shiva et fait partie d'un site plus vaste déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO, qui comprend 34 temples et monastères sculptés dans la roche. Contrairement aux bâtiments typiques, le temple de Kailasha a été sculpté de haut en bas, démontrant l'ingéniosité des anciens ingénieurs. Ils ont commencé au sommet d'une montagne, extrayant méticuleusement plus de 200 000 tonnes de roches pour révéler ce complexe temple détaillé. Le temple a une hauteur d'environ 33 mètres, une longueur de 45 mètres et une largeur de 30 mètres. Le sanctuaire central est entouré de nombreux sanctuaires et plus petits patios, tous taillés dans la même pierre. La tour principale ou Shikara s'élève élégamment au-dessus de la structure, évoquant le design des temples indépendants de toute l'Inde. Une sculpture notable représente Ravana secouant le mont Kailasha, qui est censé être la résidence de Shiva, donnant au temple son nom. Bien qu'il soit dédié à Shiva, le temple de Kailasha exhibe diverses influences religieuses et culturelles de son époque, avec des sculptures d'autres divinités comme Vishnu et Lakshmi, ainsi que des représentations d'êtres célestes et d'animaux. La complexité et la grandeur du temple ont généré diverses théories sur ses méthodes de construction. On croit communément qu'il a fallu environ 2 décennies pour le compléter, et certaines légendes suggèrent une intervention divine ou le travail de milliers d'ouvriers. Quoi qu'il en soit, le temple de Kailasha reste l'un des exemples les plus extraordinaires de brillance architecturale trouvés dans le monde aujourd'hui. Numéro 7. Maintenant, nous nous dirigerons vers le Japon pour visiter l'île Ashima, un lieu abandonné assez populaire. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais te poser une question basique. Pourquoi des endroits qui étaient autrefois peuplés sont-ils abandonnés si rapidement? Cela dépend vraiment de l'emplacement, des gens, et surtout des circonstances. Certains font ce choix, tandis que d'autres le font parce qu'ils n'ont pas d'autre option s'ils veulent avoir une bonne vie. Pour les habitants de l'île Ashima, ils sont passés d'une vie très stable à devoir tout abandonner et chercher la stabilité ailleurs. Pendant l'industrialisation du Japon, l'île Ashima avait une mine de charbon sous-marine qui offrait beaucoup d'emplois à ceux qui y vivaient. Ainsi,
l'île est devenue un endroit où les mineurs pouvaient vivre et travailler avec leurs familles, une solution sensée, même si ce n'était que temporaire. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, le travail dans la mine qui a commencé en 1887 a pris fin vers 1974. Et comme il n'y avait plus de travail à cause de la fermeture de la mine, les gens ont dû partir et l'île a été abandonnée pendant assez longtemps. Avec le temps, déjà dans les années 2000, les gens se sont rendus compte que l'île avait beaucoup à offrir en termes de tourisme, et elle est devenue un endroit que de nombreuses personnes ont visité au fil des ans. Et si l'apparence de cet endroit vous semble familière, c'est peut-être parce qu'il a été un lieu clé dans le film Skyfall, le très populaire film de James Bond. Cela a également été le cadre de nombreux autres médias au fil des ans. Numéro 8. En Alberta, Canada, il existe une parcelle spéciale de terre qui, vue du sol, semble être une formation rocheuse assez commune dans cette région. Cependant, en l'observant du ciel, elle révèle quelque chose de complètement différent, une figure qui ressemble à une sculpture géante taillée dans la terre, connue sous le nom de le gardien des Badlands. L'ironie est que, bien que de nombreuses cultures anciennes aient créé des figures visibles uniquement depuis le ciel, comme les célèbres lignes de Nazca, cette figure n'a pas été réalisée par des humains. Bien qu'elle ressemble à un visage d'un Amérindien avec un coiffe, elle s'est formée uniquement par l'érosion naturelle du terrain au fil du temps. Il est difficile de croire que quelque chose d'aussi détaillé ait été créé uniquement par le vent, l'eau et les siècles, mais c'est ainsi. Cette merveille géologique a été récemment découverte grâce à Google Earth dans les années 2000, et depuis, elle a été comparée au visage sur Mars en raison de son étrangeté et de sa beauté. Pourtant, il y a un détail curieux, une ligne traverse la figure de haut en bas, qui s'avère être un chemin de terre, et un petit cercle sur la tête est un plus utilisé par les locaux. Bien que cela puisse sembler une interruption dans l'image, cela reflète aussi comment les humains interagissent avec le paysage sans se rendre compte de ce qu'il y a en dessous. Cette formation est une preuve de plus que la nature, avec suffisamment de temps, peut créer un art qui égalise et parfois dépasse les œuvres de l'être humain. Numéro 9. Caral, au Pérou, est l'un des sites archéologiques les plus anciens d'Amérique. Il se trouve dans la vallée de Sup, à environ 200 km au nord de Lima. Ce complexe archéologique, découvert en 1948, est connu pour son ancienneté, car il date d'environ 2600 avenue Jésus-Christ, ce qui est en fait l'une des civilisations les plus anciennes des Amériques et du monde. Caral était la capitale de la civilisation Caral-Sup, une culture pré-céramique qui a précédé les civilisations plus connues de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Le site de Caral comprend une série de pyramides à degrés, de places circulaires, d'amphithéâtres et de logements qui montrent une planification urbaine avancée et une organisation sociale complexe. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables se trouve la Grande Pyramide, qui est la structure la plus imposante du site, ainsi que son complexe système de places et d'espaces cérémoniels. Les découvertes à Caral ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture d'irrigation, en plus de pratiques religieuses et culturelles élaborées. Ce site archéologique est non seulement important pour son ancienneté et sa complexité structurelle, mais aussi pour ce qu'il révèle sur les origines et le développement précoce des civilisations en Amérique, remettant en question les idées reçues sur la chronologie et les capacités culturelles des premiers habitants du continent américain. Numéro 10. Arkheim, connu sous le nom de la ville perdue de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, dans la région des Urals du Sud. Découverte en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkheim a intrigué les chercheurs et les passionnés d'histoire en raison de sa complexité et des mystères qui entourent son origine et son but. La découverte d'Arkheim était accidentelle.
Les archéologues exploraient la zone à la recherche d'un site approprié pour un réservoir lorsqu'ils sont tombés sur les restes de cette ancienne ville fortifiée. Au fur et à mesure des fouilles, il est devenu clair qu'Arkheim était un site de l'âge du bronze, datant d'environ du 1er siècle avant Jésus-Christ, appartenant à la culture Saint-Asta Petrova, l'une des premières cultures indo-européennes. Arkheim se distingue par son design urbain avancé. La ville a une structure circulaire avec 2 murs concentriques qui protégeaient le site. Les murs, construits en terre et en bois, étaient conçus pour résister aux attaques et fournir une sécurité aux habitants. À l'intérieur des murs, la ville était organisée en secteurs radiaux abritant des habitations, des ateliers et des espaces communs. Ce design radial suggère une planification méticuleuse et une connaissance avancée de l'ingénierie et de l'architecture. Un des aspects les plus fascinants d'Arkheim est son alignement astronomique. Des études ont démontré que la ville était orientée par rapport à des événements célestes, ce qui suggère que ses bâtisseurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkheim à Stonehenge en raison de son utilisation possible comme observatoire astronomique. La disposition des structures permet d'observer des phénomènes astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, ce qui pourrait avoir eu une signification rituelle ou calendaire pour ses habitants. Malgré les nombreuses fouilles et études, Arkheim reste enveloppé de mystères. On ne sait pas avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée ni quel était son but principal. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu s'agir d'un centre religieux, d'un observatoire astronomique ou d'une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains soulève également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui, Arkheim est un site d'un grand intérêt tant pour les archéologues que pour les touristes. Il est devenu un symbole de l'ancienne histoire russe et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire des milliers de visiteurs chaque année, qui viennent admirer les ruines et réfléchir sur les énigmes de cette ancienne ville. Arkheim a également inspiré un renouveau culturel et spirituel dans la région, avec de nombreuses personnes y voyant un lieu sacré et de pouvoir. Arkheim, la ville perdue de Sibérie, reste un énigme qui défie notre compréhension de l'histoire ancienne. Son urbanisme avancé, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui l'étudient et la visitent. Arkheim n'est pas seulement un témoignage de l'ingénierie et du savoir des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à continuer d'explorer et de percer les secrets du passé. Numéro 11. Palenque, au Mexique, est un site archéologique remarquable de la civilisation maya, situé dans l'état du Chiapas. Il est célèbre pour ses impressions structures et son importance historique et culturelle. Fondé vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, Palenque a atteint son apogée entre les 7e et 8e siècles après Jésus-Christ, en étant l'un des centres urbains les plus importants de la région maya. Le site de Palenque se caractérise par ses magnifiques temples, palais et pyramides, construits avec une architecture distinctive qui combine des reliefs élaborés, des colonnes sculptées et des systèmes de drainage avancés. Parmi ces structures les plus emblématiques se trouve le Temple des Inscriptions, qui abrite la tombe du roi Pakal, l'une des tombes royales les plus riches découvertes en Mésoamérique. En plus de son architecture monumentale, Palenque est connu pour ses inscriptions hiéroglyphiques, qui fournissent des informations précieuses sur l'histoire, la politique et les croyances religieuses des anciens Mayas. Ces inscriptions ont permis aux archéologues et aux épigraphistes de déchiffrer des détails sur les dirigeants, leurs conquêtes et leurs cérémonies rituelles. Palenque continue d'être l'objet d'études et de recherches, révélant continuellement de nouvelles découvertes qui enrichissent notre compréhension de la civilisation maya. Sa beauté architecturale et son héritage culturel en font l'une des destinations archéologiques les plus fascinantes du Mexique et du monde.